Écoute, Youssef, bonjour à toi. Bonjour. Donc, je Bonjour. suis en présence de mes amis Pierre-Yves et Mikatch qui vont m'accompagner dans cet entretien avec toi. Écoute, nous, on se connaît depuis un petit moment. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça que tu te définis, mais en tous les cas, c'est comme ça que tu es défini sur Internet comme étant un écrivain, historien et géopolitologue. Est-ce que tu aurais une autre façon de te présenter, peut-être plus personnelle? Non, ça me va, mais j'ajoute souvent chercheur indépendant, c'est-à-dire que je fais de la recherche en dehors du cadre universitaire, donc sans aucun carcan, ce qui me donne toute liberté sur les sujets d'études et sur les limites de mes recherches. Ouais. Alors moi, c'est vrai que je t'ai connu au départ avec ton livre qui était Occident et Islam. Donc il y a eu 2 tomes. C'est Ouais. très intéressant parce ils cherchent loin dans l'histoire, ce qui est assez inhabituel effectivement par rapport à d'autres écrivains. Mais en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que à la fois tu as un fil directeur qui est souvent lié, on va dire, à une partie assez messianique. Mais en tous les cas, j'ai vu dans tes livres qu'il y avait des sujets assez différents qui t'intéressaient. Donc, tu as écrit plusieurs livres sur le covidisme et le messianisme, sur la laïcité, sur Zemmour, sur les Gilets jaunes. À la fois, tu as ce fil directeur et puis à la fois, c'est assez éclectique. On peut peut-être parler déjà de ton... Tu nous as dit que tu étais en train d'écrire un livre. On va peut-être le mettre à Oui. l'image. Alors ça, c'est la couverture du livre. Donc la couverture est finalisée. Le livre est en cours de finalisation. Donc c'est la guerre des États-Unis contre l'Europe qui doit apparaître d'ici 2 mois environ. Voilà, le temps de finaliser les chapitres, relire, etc. Mais voilà, c'est en cours de finalisation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Stratégica, il y a aussi Pierre-Antoine Plaquevent. Vous Oui. travaillez à la fois indépendamment et à la fois en binôme. Oui. Et donc, vous produisez aussi beaucoup d'articles. Alors en fait, on est tous les deux donc cofondateurs du think tank Stratégica avec le site. Il y a un site stratégica.fr qui est quand même maintenant assez connu. Et en fait, c'est un site où on publie un certain nombre d'articles, des articles traduits, souvent de l'anglais au français, et des articles qu'on rédige nous-mêmes, et des dossiers. Donc, parmi les rédacteurs, on peut trouver des gens comme Valérie Bugeaud, comme le colonel Alain Corvez, comme le général Dominique Delavarde, comme Claude Timmerman, et Pierre Le Vigan et d'autres. Et donc, on a aussi des dossiers dont le format est intermédiaire entre l'article et le livre, ce qui nous permet de produire des études quand même assez denses dans un laps de temps plus ou moins réduit. Parce que le temps du livre n'est pas le temps du dossier, le temps du dossier n'est pas le temps de l'article. Donc on a tous les articles sont ouverts, c'est-à-dire gratuits, et on a des dossiers qui sont payants, qui sont pas chers, et qui sont très souvent en fait des petits livres, des études assez denses. Alors, du coup, ton livre là, sur la guerre que nous mèneraient les États-Unis, ça va me permettre peut-être ma première question où on a l'impression qu'on est moi je dirais, je suis née dans les fins des années 60, on est en crise permanente. Et puis là, on a l'impression qu'on est en guerre permanente, une espèce de guerre froide qui n'en finit pas, puis qui finit par se réchauffer, qui commence à devenir visible. Et on pourrait dire que cette guerre, elle a des aspects multiples. Et que là, on a vu avec le début de l'Ukraine que c'était une guerre qui était conventionnelle, dans le sens où on l'entend avec des chars, des bombardements, etc. Il y a peut-être beaucoup de gens qui, en tous les cas, moi, les discussions qui ont de mal à concevoir qu'on soit en guerre déjà depuis plusieurs années, parce qu'effectivement, elle n'est pas conçue de manière traditionnelle dans l'esprit des gens.
Mais effectivement, ça s'est accéléré avec la guerre en Ukraine, et puis avec, en ce moment enfin même depuis un moment, des possibles, des multiples possibilités d'embrasement, par effet d'alliance. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose dans l'air, effectivement, d'un monde qui est un peu en ébullition. Et donc moi, j'aurais bien aimé, faire un espèce de point de l'échiquier mondial, Ouais. parce que quand même on voit des fractures, des failles, des forces en interne qui s'affrontent. Et puis, après, on parlera peut-être un peu de nous au milieu de tout ça. Comment est-ce qu'on peut se situer, comment est-ce qu'on peut gérer toute cette situation. Euh, Est-ce que donc on pourrait peut-être commencer un petit peu parler de cette guerre cognitive qui nous est menée avec l'information, la perception qu'on en a. Et puis maintenant, est-ce qu'on va passer dans une guerre de type conventionnel? Voilà, qu'est-ce que tu perçois de la situation? euh, euh, voilà, Moi, je dirais qu'il y a eu plusieurs points de bascule, peut-être à partir de 2001, mais en tous les cas, il y a un point de bascule dans le mondialisme à partir du moment où l'Ukraine se déclare et qu'on a des blocs comme ça un peu qui se séparent et qui s'affrontent. Alors, il y a plusieurs aspects. Ça va être très difficile de tous les aborder. Si par exemple on va sur Strategica, j'ai publié différents articles, puis Antoine Plaquevent aussi, dans le domaine géopolitique. Le dernier article que j'ai publié, c'est Guerre OTAN-Russie, un partage du monde, et en sous-titre vers un nouveau nomos de la Terre. Donc, ça, c'est un aspect important en fait, de la guerre actuelle, dans le sens où le monde a connu plusieurs grands partages. Moi, je remonte dans mon article à l'époque des grandes découvertes du Nouveau Monde, du partage du Nouveau Monde entre les puissances européennes. Puis le dernier grand partage du monde s'est fait à la Seconde Guerre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la rencontre, la conférence de Yalta, notamment le partage de l'Europe par l'Union soviétique et les États-Unis. Et disons qu'il y a eu pas un nouveau partage du monde, puisque ça a été une décision unilatérale, ça a été à la chute de l'Union soviétique. Du point de vue américain, il ne s'agissait plus seulement de se partager le monde avec d'autres puissances, il s'agissait de prendre le monde entier, puisque l'Union soviétique s'était effondrée, la Russie était en crise, les religieux parmi les dirigeants américains pensaient que c'était la fin de l'histoire. Quand je dis religieux, je ne parle pas vraiment au sens religieux classique, mais même les idéologues. C'est Francis Fukuyama avec son histoire de fin de l'histoire, qui s'imaginait que la décomposition de l'Union soviétique était à la fois l'annonce de la fin de l'histoire, et donc l'instauration du libéralisme américain à travers le monde, et en même temps que l'instauration de ce libéralisme, un empire américain, une hyperpuissance unique, un monde unipolaire. Donc. Et d'autres, plus réalistes, comme par exemple le néoconservateur Wolfowitz, disait en fait au début des années 90, il va falloir très rapidement bénéficier des années que nous avons devant nous pour emmagasiner un maximum de gains géopolitiques. Parce qu'avant qu'une nouvelle puissance ou superpuissance émerge. Et donc, ça a été la parenthèse unipolaire. Quand George Bush père parlait, juste après le déclenchement de la guerre du Golfe, d'un New World Order, un nouvel ordre mondial, c'est de ça qu'il parlait. Il parlait d'un monde unipolaire, donc d'une hégémonie des États-Unis sur le monde entier. Bref, mais ça a été en fait une séquence historique assez courte. C'est début des années 90 et donc, disons jusqu'à la période actuelle, jusqu'à la réémergence en fait de la Russie et de la Chine. Bon, il y a quelques dates quand même importantes.
mais une des dates les plus importantes du point de vue géopolitique pur, ça a été le mois d'août, septembre 2013, quand la Russie a fixé une ligne rouge aux États-Unis et qu'ils ont empêché les navires de guerre britanniques, américains et français de bombarder la Syrie. Donc les navires américains se sont interposés. Il y avait deux navires chinois aussi d'observation qui étaient là. Donc ça a été d'une certaine façon une manière d'acter la fin du nouvel ordre mondial. C'était terminé. Il n'y avait plus une seule puissance hégémonique qui pouvait diriger le monde. Et donc, la confrontation à laquelle on assiste aujourd'hui, l'Ukraine, en fait, n'étant que la partie émergée de l'iceberg, la partie visible de l'iceberg, la confrontation à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'est un nouveau partage du monde. Donc, il y a eu Yalta, et il y a eu la tentative de mise en place d'un monde unipolaire qui a plus ou moins réussi, en fait. Ça a duré 30 ans, même pas. Et il y a aujourd'hui cette nouvelle confrontation qui est un nouveau partage du monde, ce que Carl Schmitt appelait à l'époque le nomos de la Terre. Nomos, c'est un terme grec qui peut signifier le droit, mais qui signifie originellement le partage de terre, partage de territoire. Et donc, ce à quoi on assiste, comme je l'ai écrit dans mon article, c'est un nouveau nomos de la Terre. Sauf que vous avez deux puissances, la Russie et la Chine, qui proposent de façon implicite un partage du monde à l'amiable. Ça a été l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, ça a été l'acceptation pour ses propres intérêts d'ailleurs du système de libre-échange imposé par les États-Unis. Ça a été, du point de vue, pour la partie russe, des tentatives répétées du pouvoir russe sous Poutine de se rapprocher de l'Union européenne, de se rapprocher des États-Unis, même une proposition d'intégrer l'OTAN quand Poutine est arrivé au pouvoir. Donc il y a vraiment eu beaucoup de gages donnés par les Russes et les Chinois pour partager le monde. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je suis trop long, mais non, pas du tout, mais par contre, j'apprends un élément important qui m'avait totalement échappé, c'est que la Russie, d'après ce que je comprends de ce que tu viens de dire, voulait intégrer l'OTAN. Oui, Vladimir Poutine avait fait cette proposition-là au début des années 2000, puisque l'OTAN a été créée pour faire face à l'Union soviétique, notamment le pacte de Varsovie. Et bien, puisque l'Union soviétique avait disparu, eh bien, l'OTAN n'avait plus de raison d'être du point de vue russe. Donc, il y a eu cette proposition-là qui était à la fois une main tendue, mais aussi, je pense, un moyen de mettre les États-Unis, l'Occident, face à ces contradictions. C'est que nous vous proposons d'entrer dans l'OTAN, et si vous refusez, ça veut dire que vous nous considérez comme un ennemi, comme un adversaire. Ça veut dire que l'OTAN n'a plus vocation à combattre une menace soviétique qui n'existe plus, mais à combattre la Russie qui tend la main. Voilà. Et donc, il y a eu ces tentatives-là, ça n'a pas fonctionné, mais pendant ce temps-là, la puissance chinoise et la puissance russe se sont reconstituées. C'est pour ça qu'en 2018, quand Vladimir Poutine a présenté les nouvelles armes de la Fédération de Russie, notamment les armes hypersoniques, eh bien, il a dit, on a parlé, on vous a fait des propositions, on vous a demandé de sortir du schéma de la guerre froide, vous ne nous avez pas écoutés, on vous a demandé d'éloigner les bases de l'OTAN des frontières russes, vous ne nous avez pas écoutés, et bien maintenant vous allez nous écouter. Donc, mais aux États-Unis, il y a des gens qui ont compris ça. Par exemple, l'un des architectes de la stratégie américaine à partir des années 90, même avant, puisqu'il était conseiller à la sécurité nationale de Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski. Zbigniew Brzezinski, qui en 97 écrit son fameux livre Le Grand Échiquier, expliquait, d'ailleurs, disait qu'il fallait arracher l'Ukraine à la Russie, parce qu'en la lui arrachant, eh bien, la Russie cesse d'être un empire. Donc ça a été un des cerveaux de la géopolitique américaine anti-russe.
Et finalement, en 2016, il produit un texte dans Foreign Relations, je crois, et qui s'appelle Towards a New Realignment, Towards a Global Realignment, vers un réalignement global de la politique américaine. Et il proposait en fait de laisser la Russie, de laisser l'Europe à la Russie. En gros, on laisse la Russie se rapprocher de l'Allemagne, etc., puisqu'il y a une compatibilité économique, comme les peuples européens viennent de l'apprendre à leurs dépens, et Ouais. on se rapproche de la Chine et on essaie de découpler la Russie et la Chine. C'est-à-dire que on fait des concessions à la Russie, on fait des concessions à la Chine, et on s'appuie plutôt sur la Chine contre la Russie. Donc, il proposait vraiment une toute nouvelle orientation géopolitique. Donc il y a des gens qui comprennent aux États-Unis que, comme il l'a écrit, Brzezinski en 2016, les États-Unis sont toujours une grande puissance, mais ils ne sont plus l'hyperpuissance dominante. C'est terminé. Et donc, d'une certaine façon, lui, il a compris qu'il y avait un nouveau partage du monde qui se faisait, et Brzezinski n'a jamais été favorable à une guerre mondiale avec des puissances nucléaires. Absolument pas. Il était pour des stratégies intelligentes, mais pas de confrontation directe. Donc voilà pour ce qui est de la situation actuelle. Et bien sûr, il y a d'autres aspects. Et mon prochain livre traitera d'un aspect qu'on ne voit pas, qu'on n'analyse pas ou peu, c'est que tandis qu'on focalise l'attention sur la Russie et sur l'Ukraine, ce que l'on ne voit pas, ce que les économistes ne voient pas, ou lorsqu'ils le voient, ils ne l'analysent pas, ce que ne voient pas les géopoliticiens, c'est que la guerre qui est faite aujourd'hui à l'Europe, c'est une guerre des États-Unis, une guerre économique, géoénergétique, de spoliation, de destruction, de vampirisation de l'Europe. Donc, pendant qu'on pousse l'Europe dans une guerre contre la Russie, les États-Unis cachent le fait extrêmement grave et en fait qui est urgent pour les peuples européens, qui sont en train de mener une guerre contre le vieux continent. Donc, je vais traiter de cet aspect-là pendant que tout le monde s'agite sur la guerre contre la Russie. Oui, parce qu'effectivement, là, il y a beaucoup de gens qui s'agitent autour de la livraison des chars, alors qu'en fait, il y a eu des étincelles multiples qui nous ont menés au bord du gouffre déjà depuis longtemps. Mais en tout cas, bon, ça semble, même si c'est un énième partage du gâteau, quand même plutôt une bonne nouvelle que ça soit multipolaire plutôt que unipolaire. Et il y a aussi, est-ce que c'est la même grille de lecture ou pas, ceux qui voient plutôt un combat des patriotes contre les globalistes, parce que même au sein des États-Unis, on voit qu'il y a différents groupes qui eux-mêmes se tirent dans les pattes. Alors, ça c'est un autre aspect, et c'est une confrontation qui a cours surtout dans le monde occidental. Ça a cours aussi dans des pays comme la Russie ou l'Iran, où vous avez des factions libérales pro-occidentales qui sont dans l'appareil d'État et qui essaient de faire avancer leur agenda, mais dans ces pays-là, ils sont minoritaires, alors que dans le monde occidental, ils sont majoritaires. Et en fait, c'est ce que j'appelle aussi une lutte des classes transversales. C'est-à-dire que vous avez, en fait, au sein du monde occidental, une lutte interne entre deux camps, en gros, hein, c'est-à-dire le camp du monde de la finance et de l'économie fictive, qui phagocyte l'économie réelle, et les tenants de cette économie réelle et ceux qui travaillent au sein de cette économie réelle, donc c'est les petits travailleurs, les petits patrons, les artisans, les patrons de PME, et même certains grands patrons d'industrie ou de grand commerce qui sont nationaux. Je ne parle pas des grandes multinationales. Et donc, on a l'élection de Trump, par exemple, la campagne menée par Trump en 2016, c'était ça. C'était Donald Trump qui représentait une faction de l'oligarchie
c'est-à-dire celle qui est dans l'économie réelle, enracinée, productive, et face à une classe politique qui est, elle, inféodée au monde de la finance, de l'économie fictive. Puisque, en fait, le monde de la finance qui a pris le contrôle des appareils d'État utilise les États occidentaux, non seulement pour s'enrichir, mais pour détruire l'économie réelle, mais aussi pour jouer le rôle de prédateur économique à l'échelle internationale et, d'outils impériaux plutôt hégémoniques dans le reste du monde. Donc il y a plusieurs guerres. Vous avez une guerre des États-Unis contre l'Europe, vous avez une guerre des États-Unis de l'Europe contre les États-Unis, et vous avez à l'intérieur des États occidentaux une guerre entre le monde de la finance, de l'économie fictive, et le monde de l'économie réelle. C'est à la fois simple dans l'énoncé, mais là, ce que je suis en train justement d'étudier, d'analyser dans mon livre, ce sont des aspects très techniques et très compliqués, notamment dans le domaine politico-juridique. L'analyse des structures de pouvoir à l'intérieur des appareils d'État en Occident. Ça va être un aspect important de mon livre parce que ce sont des aspects qui n'ont pas encore été traités jusque-là. Ce qui rend la chose difficile. On imagine. Il faut que tu ouvres ton micro, Pierre-Yves. Je croyais l'avoir ouvert, mais non. Juste une question. Est-ce que selon toi, on a vu monter crescendo l'entrisme des États-Unis, ne serait-ce que par rapport au dollar et son extraterritorialité. Est-ce que ce début de prise de position hégémonique est dû à une faiblesse intrinsèque des États-Unis et dont ils sont conscients, et dans ce cas-là, ils essayent de faire perdurer un système, ou alors est-ce que c'est dû à un sentiment de toute puissance réelle, et ils se disent c'est le moment de rassembler les billes, en fait. Enfin, tu vois, de prendre vraiment position, de plus se cacher derrière de faux prétextes de démocratie, de droits de l'homme, etc., pour vraiment s'imposer. Ça serait plutôt dû à une faiblesse ou à une puissance? Alors, tu parles de la guerre actuelle en Ukraine ou des différentes guerres menées par les États-Unis ? Les différentes guerres, l'ensemble de ce qu'ils ont fait, on peut dire, depuis le 11 septembre, enfin, depuis le 11 septembre, depuis la guerre en Irak, surtout, je dirais, enfin, ce qui nous est vraiment visible. Est-ce que c'est dû justement à une orientation due à une faiblesse intrinsèque de leur système et dont ils sont conscients, et dans ce cas-là, c'est une fuite en avant jusqu'à plus soif, ou alors juste parce qu'ils ont fait l'analyse qu'ils avaient un très court créneau, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure d'ailleurs, pour agir. Oui, alors en fait, je pense qu'il y a deux phases. Il y a la première phase donc, qui commence avec la première guerre du Golfe au début des années 90, après la décomposition de l'Union soviétique, où ils se disent « nous sommes tout puissants, mais ça risque de ne pas durer, donc on va emmagasiner un maximum de bénéfices de la situation actuelle, c'est-à-dire du vide géopolitique, avec la disparition de l'Union soviétique. » Donc il y avait une volonté de puissance, ils croyaient bien sûr en leur toute puissance, parce que la puissance, elle est relative. La puissance, c'est toujours notre puissance comparée à la puissance d'un autre. Or, l'autre n'existait plus. Il y avait les États-Unis et l'OTAN. Donc, ils pouvaient ravager le monde. Mais il y avait quelque chose qui aurait dû mettre la puce à l'oreille aux analystes à l'époque. C'est-à-dire que pour démontrer leur toute-puissance, les États-Unis se sont attaqués à l'Irak, c'est-à-dire un petit pays peu avancé sur le plan économique et sur le plan technologique, avec une coalition d'une vingtaine ou une trentaine de pays à l'époque. Donc déjà, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille quant à l'hyperpuissance, qui n'est pas les seuls.
en Irak. Mais c'était aussi une façon de démontrer qu'ils étaient à la tête du monde libre, enfin plutôt du monde occidental qui était le plus puissant à l'époque. Puis je pense qu'il y a eu une deuxième phase, après le 11 septembre, bien après le 11 septembre, d'une fébrilité, d'une multiplication de guerres encore une fois, contre des petits États, qui était une façon, encore une fois, de montrer leur puissance, donc une extrême agressivité qui démontrait en réalité que leur soft power était en train de diminuer, puisque lorsqu'on est sûr de soi-même et dominateur et qu'on est puissant, on n'a pas véritablement besoin d'intervenir partout dans le monde, de détruire des pays pour les contrôler. Il y a d'autres moyens, soft power. Or, cette intensification, cette augmentation de la violence, de la virulence des États-Unis traduisait déjà une faiblesse. Et en fait, cette faiblesse, on pouvait déjà l'apercevoir dans les indicateurs économiques. Puisqu'en fait, c'est à partir des années 70 que l'économie américaine commence à décliner petit à petit, qu'elle se retrouve face à des concurrents allemands et surtout japonais sur le plan industriel qui ont contribué à miner l'industrie américaine. Donc ses propres vassaux constituaient un danger économique. Puis on a vu la balance commerciale des États-Unis commencer à être déficitaire très gravement dans les années 90, à atteindre des sommets jusqu'à des 700, 800, 900 milliards de dollars de déficit de balance commerciale, avec une dette publique de 30 000 milliards de dollars, ce qu'a relevé d'ailleurs encore récemment Emmanuel Todd, mais je suis allé vérifier les chiffres. C'est un taux de suicide qui augmente aux États-Unis, un taux de mortalité infantile qui augmente aux États-Unis, niveau d'éducation qui baisse aux États-Unis depuis les années 60-70. Donc en fait, on est face à une puissance qui est déclinante. Et autre chiffre important, c'est que pour une population de 2,2 fois supérieure à la Russie produit annuellement 30% d'ingénieurs de plus que les États-Unis. Et donc, on a un PIB américain qui est grossi. Todd l'avait relevé déjà en 2002, mais là, je pense que c'est encore pire, dans lequel on inclut tout et n'importe quoi, y compris les frais d'avocat, et bien sûr l'économie fictive. Donc, on a en fait une hyper-puissance qui est en partie une grosse baudruche. Et puis les défaites militaires. Le retrait d'Irak, le retrait d'Afghanistan, le retrait de certains pays d'Asie centrale, qui peut être interprété comme un retrait stratégique pour se renforcer en Asie-Pacifique et en Europe. Mais tout de même, les Américains ont dû renoncer à ce qu'appelait Mackinder en 1904, à savoir le Heartland, le cœur du monde. Donc, bien sûr qu'il y a une conscience chez les Américains. Les géopolitologues américains, les penseurs américains, les économistes américains ne sont pas des imbéciles. Ils sont tout à fait conscients de la situation. Ils sont tout à fait conscients des faiblesses des États-Unis, des faiblesses militaires. Il suffit d'écouter des gens comme Scott Ritter, qui est l'ancien colonel américain, ou alors le colonel McGregor, aussi un ancien de l'armée américaine, mais qui le disent sans problème. Donc il y a en fait un déclin économique, un déclin matériel, un déclin technologique, un déclin militaire des États-Unis et un déclin monétaire. Et justement, est-ce qu'on pourrait parler une décadence au niveau de toutes les idéologies? Je pense au wokisme, je pense à la malbouffe, je pense au wokisme, une espèce de décadence comme ça de la société américaine qui aussi participe à cette déliquescence. Alors, on peut dire que ça participe, on peut dire que c'est un symptôme, le symptôme d'une crise civilisationnelle, c'est-à-dire une décadence complète, une décadence politique, mais une décadence civilisationnelle. En fait, on voit des puissances occidentales
qui présente comme modèle d'individus des femmes à barbe en sein qui sont censés combattre et vaincre la Russie, qui est la première puissance nucléaire mondiale. Donc il y a quand même... Et puis il y a des paradoxes. C'est-à-dire que les États-Unis produisent beaucoup moins d'ingénieurs. Il y a dans les pays de l'OTAN, comme par exemple la France, depuis des années, une réduction des budgets militaires. L'OTAN, les membres de l'OTAN, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, je ne parle même pas de l'Allemagne, ont même renoncé aux entraînements de simulation de guerre de haute intensité. Ça fait des années qu'il n'y a plus d'entraînement. Et par conséquent, ni les États-Unis, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est par exemple Scott Ritter, le colonel Scott Ritter, qui est un ancien des Marines, le dit, il dit ni les Américains, ni les Britanniques, ni les Français sont préparés, ne sont entraînés, et on ne sait plus faire de guerre de haute intensité. Il disait par exemple, à une époque, les Britanniques pouvaient déployer, parce que la guerre aussi c'est beaucoup de logistique, pouvaient déployer sur le continent européen 80 000 hommes, par exemple, en entraînement. Il dit maintenant 80 000 hommes, c'est quasiment l'effectif total de l'armée britannique. La France ne sait plus faire non plus. La France, je crois, a 3 jours de munitions. Donc en fait, il y a un déclin réel. Le budget américain, par contre, il est toujours à peu près à 50% du budget militaire mondial. C'est-à-dire quand vous prenez tous les budgets militaires du monde, eh bien les États-Unis on dépense la moitié. Là, je crois que le nouveau budget militaire, il est à 750 milliards de dollars. Mais pour produire des avions de chasse qui sont par exemple je pense que c'est le F-35, qui est un fer à repasser volant. Un fer à repasser volant qui se casse la figure. Les Russes ont une avance technologique pour ce qui est des missiles balistiques de 10 à 15 ans par rapport aux États-Unis, que ce soit défensif ou offensif, avec les missiles hypersoniques. Donc en fait, on a un monde qui est en train de se rétrécir, le monde occidental, même démographiquement. La démographie est aussi problématique pour les Russes, pour les Chinois, mais qui est en train de se rétrécir, qui est en train de tout rétrécir, qui est en train de détruire, en fait, à cause de cette guerre menée par la finance dans le monde occidental, détruire son économie réelle. Donc, on a des pays, des puissances occidentales qui détruisent ce qui fait leur puissance, mais qui sont paradoxalement dans une démonstration de puissance excessive. Ce qui peut être effectivement dangereux. Je ne parle même pas de la question monétaire, avec un dollar qui est déclinant, et des pays comme la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite, qui sont en train de s'organiser pour effectuer leurs paiements dans leur monnaie nationale, ou dans une nouvelle... L'Argentine essaie aussi de sortir... Oui, on va avoir une multiplication de pays. Il y a les BRICS, il y a l'Organisation de coopération de Shanghai, un nombre croissant de pays qui veut les rejoindre. Là, hier ou avant-hier, les Russes, la banque centrale russe et la banque centrale iranienne se sont mis d'accord pour mettre en place des transactions bancaires, sachant qu'il y a des sanctions contre l'Iran. Donc c'est en gros, ils disent aux Américains, vos sanctions, on s'en contrefiche. L'Arabie Saoudite s'apprête à vendre du pétrole à la Chine en utilisant le yuan. Voilà, donc ça fait aussi partie du partage du monde que les Américains ne veulent pas accepter et qui sont forcés d'accepter. Ce qui rend la situation extrêmement dangereuse. Est-ce que, juste une question, est-ce que, parce qu'on a tendance à oublier que ce qui a fait la richesse de la Chine au départ, c'est quand même enfin c'est même pas l'externalisation, c'est carrément le déplacement de beaucoup d'entreprises occidentales, aussi bien des États-Unis que d'Europe, et du coup qui sont passées plus ou moins dans des mains disons multinationales. C'est-à-dire que c'est assez paradoxal, c'est
des entreprises américaines, on le voit très bien en Ukraine d'ailleurs, où les États-Unis possèdent énormément de sociétés, de terres, sont pratiquement propriétaires de fait de l'Ukraine, ne serait-ce qu'au niveau finance et achat sur place, propriétaires réels. Et on a fait en fait la richesse de la Chine par nos propres industries qu'on a exportées chez eux. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un sentiment de panique, puisque du coup, il y a une dénationalisation au sens de géographique de ces entreprises qui donc deviennent de multinationales. Et du coup, pour que ce système-là soit viable, il faut que le commandement et ce qui permet de maintenir l'hégémonie de ces multinationales soit aussi externalisé, soit aussi mondialisé. Si on leur enlève ça, ce sont des entreprises qui sont, n'étant plus rattachées à un pays, elles se retrouvent non plus aussi sans protection. Alors, Je sais pas si je me fais bien comprendre. Je pense pas que les multinationales aient besoin de protection, puisque même un pays comme la Chine ou même la Russie font tout justement pour que les investisseurs étrangers soient protégés, si ce n'est favorisés. Donc, ils n'ont aucun intérêt à chasser les multinationales. Par contre, effectivement, les États-Unis, par leur politique de sanctions, sanctionnent les pays européens et les entreprises européennes. Quand on demande par exemple à Total de se retirer de la Russie, alors que le patron de Total avait signifié il y a quelques mois, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais que les entreprises pétrolières anglo-saxonnes, elles, ne s'étaient pas retirées de Russie. Alors il faudrait vérifier si depuis elles l'ont fait. Là, on est dans un contexte de guerre économique des États-Unis favorisant les multinationales américaines au détriment des grandes entreprises européennes. Il semblerait qu'apparemment Total soit très très bien placé en ce qui concerne le GNL aux États-Unis. Je crois que c'est la deuxième, il me semble, c'est la deuxième entreprise exportatrice. Non, mais ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier, mais ils ont des investissements beaucoup plus importants en Russie. Je crois que l'investissement de Total en Russie est à hauteur de 50 milliards de dollars. Et donc, ils ont dit, Total a dit, on ne va pas augmenter nos investissements. Par contre, on ne va pas faire d'investissements supplémentaires pour le moment. Par contre, on ne va pas retirer nos billes. Il l'a dit. Le patron de Total a dit hors de question, M. Pouyanné, hors de question qu'on se retire. Parce qu'il dit non seulement on va perdre de l'argent, mais en plus de ça, on va devoir payer des milliards d'indemnités aux Russes. Donc là, on est dans une guerre économique. Maintenant, par rapport au libre-échange et à la Chine, depuis Trump, en fait, il y a une politique protectionniste qui s'est mise en place aux États-Unis pour revenir sur cette catastrophe qu'est le libre-échange. Parce qu'en imposant au monde le libre-échange, ils se sont imposés à eux-mêmes, les États-Unis, l'Angleterre aussi, une destruction industrielle extrêmement grave, avec des conséquences économiques graves. Et d'ailleurs, Biden n'est pas revenu sur cette politique économique, parce que c'est une question de réalisme. S'ils veulent rester une puissance économique, ou en tout cas essayer de le redevenir, les États-Unis ne peuvent pas externaliser toute leur production. Donc ils sont quand même obligés, l'État américain, de mettre la pression à leur propre multinationale. Écoutez, comme le temps avance, en fait, on pourrait aborder des heures de sujets sur tout ça, sur aussi certains va-t-en-guerre qui parlent aussi d'envahir Taïwan, etc. Il y a plein de choses dans l'air et c'est peut-être... on a parlé des grandes lignes de force, mais on pourrait encore en parler pendant des heures. Est-ce que ça vous va si on fait un zoom un peu aussi sur la France ? Alors, Youssef, je vais en profiter pour afficher ton livre, que j'ai lu d'ailleurs. Merci. Je suis intéressée au mouvement des Gilets jaunes. Et dans mon souvenir,
par rapport à ce mouvement que moi j'ai toujours ressenti comme un grand cri du cœur des Français qui disait en substance nous voulons vivre. Voilà, tu as décrit ça comme des vagues qui de toutes les manières allaient non seulement continuer mais devenir de plus en plus fortes. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est beaucoup, en tous les cas dans les gilets, à trouver que finalement la situation s'est empirée et que alors est-ce qu'on est dans un calme avant une tempête? Est-ce que voilà, il y a un peu cette espèce d'espace français un peu mou. On ne sait pas quand est-ce que les gens vont dire: «Bon maintenant ça suffit, on n'accepte plus vos trucs, on n'accepte plus tout ce qui se passe». Voilà, est-ce qu'on peut faire un petit point par rapport à ce que tu avais imaginé déjà à l'époque, sur la suite possible des gilets jaunes? D'accord. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que ce livre du Brexit aux Gilets jaunes, donc, est paru en 2019, mais il contient des textes, des articles que j'ai publiés entre 2015, septembre 2015 et septembre 2018, donc c'est-à-dire avant les Gilets jaunes, et le dernier texte publié dans ce recueil date de 2 mois avant le début du mouvement des Gilets jaunes. C'est important de le dire, avec un long préambule qui a été écrit donc, dans le début du mouvement des Gilets jaunes, début 2019. Donc dans ces différents textes, articles, c'était des articles de prospective en 2015, 2016, 2017, où je disais qu'on se dirige vers une révolte du peuple français. Et je parlais à l'époque d'une révolte majoritaire, pas minoritaire, majoritaire. Et parallèlement, je disais, il y a une transformation du régime républicain en régime policier qui réagira violemment. Donc, je parlais des CRS et de la police qui écraseraient la révolte des Français à ce moment-là. Donc là, on est dans des textes que j'ai écrits en 2015. Disons qu'une partie de ces prévisions sont réalisées avec les Gilets jaunes, mais c'est pas terminé. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, c'était pas l'aboutissement de mes prospectives. Et donc, après, j'ai continué l'analyse et j'ai continué à préciser les choses en disant aux Gilets jaunes et à mon public, à mes lecteurs, que c'était le début de quelque chose, en fait, le mouvement des Gilets jaunes. Donc, pour être précis, le mouvement des Gilets jaunes, ce sont des Français, travailleurs, quelques retraités, quelques artisans, petits patrons dans les débuts, dans le premier mouvement. Mais ce sont des gens dont les revenus sont entre 1000 et 1400 euros, 1000 et 1500 euros. Autour de 1000 euros dans les ronds-points et autour de 1400, 1500 euros dans les villes. Mais donc c'est le début de quelque chose, c'est-à-dire que c'est la réaction du petit peuple, de la France périphérique, qui est logiquement la première strate frappée par cette politique économique de libre-échange, de financiarisation, de destruction, etc. Vous avez eu quand même un mouvement de solidarité venant des petits patrons et des artisans, qui rappelle déjà ce qui s'était passé en 2013 avec les bonnets rouges. Les bonnets rouges, ce sont des petits patrons et leurs salariés. C'est parti de Bretagne, ensuite ça s'est répandu. Donc c'était déjà le début de quelque chose, embryonnaire. Donc les Gilets jaunes, c'était ça, mais de façon beaucoup plus amplifiée, avec les artisans, les petits patrons qui sont retournés à leurs occupations après quelques actes. Mais ce que je disais, c'est que le mouvement peut se transformer le mouvement de révolte peut se transformer en mouvement révolutionnaire, qu'après un moment de maturation et l'agrégation à ce noyau dur de France périphérique de la classe moyenne, de catégorie supérieure, notamment des petits patrons. Et un mouvement révolutionnaire n'aboutit que quand les catégories supérieures entrent dans la danse, si je puis dire, avec un encadrement, une organisation, avec un projet politique, etc. Ce qu'il n'y avait pas avec les Gilets jaunes. Il n'y avait pas de projet politique, il n'y avait pas d'objectif stratégique. Et il y a eu rapidement des mouvements d'extrême gauche qui ont investi le mouvement et qui l'ont stérilisé.
C'était ça le but de la manœuvre. Donc, ce qui s'est passé depuis, c'est une aggravation de la destruction de l'économie qui, comme je le disais notamment durant la période de confinement, qui va conduire les classes moyennes, notamment les classes productives, les petits patrons, à se mobiliser à un moment donné. Bon, on a eu en 2021 les manifestations contre le pass sanitaire, et là, c'était pour la liberté, c'était pas pour des raisons économiques. Mais là, on a commencé à voir les classes moyennes rejoindre le mouvement, d'une certaine façon, qui n'était pas présente durant les mouvements des Gilets jaunes. Vous avez une nouvelle population qui s'intéresse. Mais même moi, je le constate parmi nos lecteurs, etc. J'ai vu, après les confinements, des cadres supérieurs de plus en plus nombreux à lire nos dossiers, nos articles, à venir aux séances de dédicaces, aux conférences, etc. Et eux ont subi un choc durant les confinements. Et ce que je disais, c'est l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être les petits patrons et les patrons de PME qui sont dont les revenus, dont les entreprises sont détruites par cette politique économique sous couvert d'écologisme et avec comme bouc émissaire la Russie et la guerre en Ukraine. Alors que c'est un projet, je vais le démontrer dans mon livre, c'est un projet économique qui n'a rien à voir avec l'Ukraine, rien à voir avec le Covid en fait. Ça a été des prétextes. Ça a été un prétexte, le Covid, puis l'Ukraine un autre prétexte. Et donc là, ce que j'imagine pour la suite, ça va être des mouvements qui vont, des mouvements professionnels et de patrons, de petits patrons, artisans, patrons de PME, qui pourraient même être accompagnés, en tout cas soutenus, par des grands patrons français, c'est-à-dire des grands patrons dont les revenus, dont les entreprises dépendent de l'économie française, et non pas des multinationales qui vont produire en Chine, ailleurs, etc., et qui distribuent leurs dividendes à l'étranger. C'est pour ça qu'on voit des patrons de la grande distribution qui, eux, dépendent directement des classes populaires, comme Leclerc, le patron de Leclerc, le patron de Lidl, le patron de Super U, qui commencent à taper du poing sur la table parce qu'eux, maintenant, sont menacés par les multinationales et par le gouvernement de Macron qui collabore avec les multinationales et les députés qui obéissent au lobby des multinationales, pour ne pas parler directement de corruption. Donc, ce qu'on peut avoir à l'avenir, c'est un mouvement de cet ordre-là. Et là, ça change totalement la donne, parce que vous allez avoir des catégories professionnelles qui vont commencer à se mobiliser en dehors du cadre syndical. C'est pour ça que les syndicats essaient de reprendre la main avec le mouvement contre les retraites. En fait, le but des syndicats, c'est d'empêcher d'encadrer la révolte et en fait de bien la mener de la place de la Nation jusqu'à la place de la Bastille ou la place de la République. Inversement. Voilà. C'est le but de la manœuvre. Il n'y a aucun lieu de pouvoir. Donc, c'est le but parce que, comme l'a signalé, comme l'a dit Macron à son entourage, plus personne ne tient aucune troupe, en parlant des syndicats. Parce que vous avez des professions qui commencent à s'organiser en dehors des syndicats, ou alors des syndicalistes de base qui n'obéissent plus, en fait, à la hiérarchie. La hiérarchie qui est totalement corrompue par le pouvoir. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est une révolte des patrons, des petits patrons, des patrons de PME, des organisations professionnelles qui s'émancipent des organisations syndicales et une convergence de ces différents mouvements. Et là, ça peut être totalement explosif, puisque les syndicats ne les contrôleraient plus, les mouvements d'extrême gauche ne pourraient plus les infiltrer, puisque les patrons et un certain nombre de professions sont totalement hermétiques au syndicalisme et au réseau d'extrême gauche. Et là, vous aurez quelque chose de massif et qui peut devenir pyramidal, dans le sens où
vous aurez des patrons qui pourront encadrer ce noyau dur initial qui était la France périphérique, qui n'avait pas de tête. Donc on peut imaginer un mouvement de ce type-là. Mais pour répondre à ta question, tu disais, oui, les gens se disent, mais les Français sont mous, etc. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le corps social ne réagit pas comme le corps individuel. Les gens sont souvent exaspérés de voir que le corps social, le peuple, le corps politique, est lent à la détente. Mais c'est parce que l'individu est sur une autre échelle. Il est sur une autre échelle spatiale et il est sur une autre échelle temporelle. Si vous mettez une gifle à quelqu'un, sa réaction va être immédiate. Mais quand vous mettez une gifle au corps politique, sa réaction n'est pas immédiate. Elle est beaucoup plus lourde. Elle prend beaucoup plus de temps, ce qui est normal. C'est comme les mouvements de plaques tectoniques, ils sont lents, ils sont lourds, mais lorsque les plaques tectoniques s'entrechoquent, ça provoque des séismes et des éruptions volcaniques extrêmement violentes. Donc, il ne faut jamais comparer l'individu à la masse. Il ne faut jamais comparer un individu ou un petit groupe à un corps politique, à un peuple. On n'est pas en train de parler du même organisme. On parle de deux organismes totalement différents. Donc, en fait, quand on prend du recul, et qu'on voit ce qui s'est passé depuis 2013, les bonnets rouges, 2013, je parle des gros mouvements, je ne parle pas des manifestations voilà, dont les Français sont les spécialistes. Donc 2013, les bonnets rouges, 2018, le mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu quand même les confinements qui ont mis un coup d'arrêt à tout ça. Puis 2021, c'est reparti avec les mouvements anti-pass. Puis fin 2021, début 2022, il y a eu le mouvement qui est venu du Canada, en fait. Ah oui, le mouvement de la liberté. Les convois de la liberté. Convoi de la liberté. En fait, le convoi de la liberté, enfin, convoi économique plutôt à l'époque, ça a commencé avec les bonnets rouges. C'est eux qui ont commencé avec les convois d'une certaine façon. Bref. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les secousses sont de plus en plus rapprochées et qu'elles sont de plus en plus massives dans le nombre d'individus qui se mobilisent. Entre le mouvement anti-pass et le mouvement des Gilets jaunes, vous voyez, le mouvement des Gilets jaunes a été plus violent, mais le mouvement anti-pass a été beaucoup plus massif. On parle vraiment de millions d'individus qui étaient dans la rue. Là, maintenant, les catégories supérieures sont aussi touchées. Les seuls, je pense, qui sont peut-être irrécupérables, ce sont les retraités boomers qui bénéficient encore des 30 glorieuses et qui votent Macron, et des cadres supérieurs qui touchent, on va dire, 5 000 € par mois et qui, malgré l'inflation, peuvent toujours partir en vacances et qui ne voient pas une grande différence. Il n'y a pas une chute vertigineuse, pas encore brutale. Peut-être que ces catégories-là sont irrécupérables. Mais le gros de la société, 60, 70 à 80% de la société, on va dire 60-70% de la société, voire plus, elle peut se mobiliser et se retourner contre le pouvoir. Parce que vous avez les professions intermédiaires qui, elles, quand même, ont fait gagner Macron en 2017. Professions intermédiaires, vous avez des fonctionnaires, vous avez les patrons, les petits patrons, et vous avez tout le reste de la population. Donc c'est la majorité de la population française qui peut se retourner contre le pouvoir. Je ne dis pas que la majorité des Français vont sortir dans la rue, parce qu'il y en a, ils ne sortiront pas, mais vous aurez une partie importante qui sera dans la rue, pas la majorité bien sûr, avec un soutien populaire important. Sachant que le début du mouvement des Gilets jaunes avait un soutien de la population française à hauteur de 80%. 80% de la population était favorable au mouvement des Gilets jaunes. Donc voilà, on ne peut pas dire exactement comment ça va se passer, parce que même le mouvement des Gilets jaunes et la façon dont il s'est déroulé a été surprenant, mais on peut anticiper cela, ce que je viens de faire. Mais la façon dont ça va se dérouler peut être totalement imprévisible.
Je pense Google. à Mafalda, qui est un monsieur que je trouve respectable et intéressant, même si je le connais peu, dit en substance la même chose que toi avec ses mots à lui. Il dit qu'on est entré dans l'ère des soulèvements, je crois. C'est ça. Bah, pour aller dans ce sens-là, par observation dans mon milieu professionnel, je dirais que pour l'instant, la réaction est plutôt dans une baisse de motivation au travail. Et dans Alors quel de domaine? là, Sans indiscrétion, c'est transport et logistique. D'accord. Et on sent que dans les hautes sphères de la direction, ça essaye de boucher les trous à droite à gauche, entre les aides européennes, les aides de l'État, les impératifs des clients, etc. Plus ce qui fait la vie de tout le monde, c'est-à-dire les sorties financières obligatoires, les renouvellements de véhicules, voilà. Donc on sent que ça essaye de mettre des pansements sur des jambes de bois à droite à gauche. Et au niveau des salariés, on sent une nette démotivation, une nette perte de, de but, je trouve pas le terme, une nette perte de Adhésion, peut-être? Oui, enfin de perspective d'avenir. Donc du coup une baisse de qualité. Et comme moi, il se trouve qu'en plus je suis au centre de ce qui est fabriqué et de ce qui est expédié, je peux très nettement supposer qu'il y a une baisse de qualité par une baisse d'investissement du personnel qui le fabrique par la marchandise que je reçois en fait. Le conditionnement de cette marchandise, la qualité ça se voit à des petits détails, mais à force avec l'habitude, on voit qu'on est sur une pente. Je pense que pour l'instant, les réactions que vous décriviez tous les deux commencent à se faire jour par cette démoralisation de l'outil industriel général des salariés et de certains patrons aussi, qui ne trouvent plus de but à ce qu'ils font journellement. Donc effectivement, le stade suivant, c'est on arrive au fond de la piscine, on donne un bon coup de pied, quoi. Moi, en tous les cas, ce qui me frappe, parce que je vais quand même assez souvent sur le terrain, donc ça me permet de discuter avec pas mal de gens, c'est que je vois une partie, en tous les cas, de ceux qui se sont levés, qui essayent une aide de compréhension à peu près à l'endroit. J'en vois une partie qui considère qu'on est face à un pouvoir effectivement tyrannique, mais tout puissant, et qu'on a une espèce de gros rouleau compresseur qui va tous nous écrabouiller, avec un manque de réaction, en tout cas des Français. Et puis une autre partie dont peut-être je me mettrai dans ce groupe-là, qui pense que plus ils vont vite, plus ils vont fort, plus il y aura des réactions inévitables en sens inverse, et que en fait ce sont des aveux de faiblesse successifs. Voilà, plus un chien mord et se montre agressif, plus c'est selon moi un signe de faiblesse. Avec quand même éventuellement avec éventuellement un risque, c'est que au milieu de ce maelstrom d'énervement, de tension, etc., ils arrivent à dévier, malheureusement encore une fois, sur un objectif totalement secondaire, cette colère qui pourrait être montante. Et là, effectivement, on pourrait en arriver à la justification d'une déflagration générale. Parce qu'ils se sont déjà servis de ce genre d'illusion à plusieurs reprises, avec en plus avec réussite. Alors, oui, pour évacuer la pression, effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'on multiplie les guerres extérieures. Là, je parle des puissances otanesques, parce que la guerre en Ukraine est une énième guerre menée par les États-Unis et leurs alliés, et face à une puissance nucléaire, à savoir la Russie, le conflit
un caractère potentiellement définitif, dans tous les sens du terme. Donc, la question que peut se poser l'oligarchie occidentale, c'est nous avons des peuples en colère parce que nous les détruisons. Nous les détruisons d'abord économiquement, puis nous les détruisons physiquement. C'est la thèse de mon dernier livre, hein, Covidisme et Messianisme. Donc c'est une destruction réelle. On les détruit économiquement, et puisqu'ils se révoltent, on doit les réduire, on doit réduire leur nombre. C'est ça le discours, hein. C'est le discours écrit noir sur blanc, et c'est la pratique. Donc il y a ça, donc l'oligarchie occidentale est confrontée à un problème interne, c'est-à-dire qu'une partie des forces économiques réelles qui s'opposent à cette politique économique, les populations qui s'y opposent, les populations en révolte, et l'autre problème qui est d'ordre international. Comment dominer le monde face à des puissances qui ont réémergé. Donc, dans ce contexte-là, faut se mettre du point de vue, faut se mettre dans la peau de l'oligarchie occidentale. C'est soit je finis peut-être lynché dans la rue par des hordes, soit je déclenche une guerre mondiale. Donc, je désigne aux populations occidentales un ennemi extérieur, qu'elles ont quand même du mal à accepter, hein, parce que les Français sont pas très très chauds pour une guerre contre. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Poutine lors de la première conférence de presse juste avant le début de la guerre avec Macron. Il a dit à une journaliste française: est-ce que le peuple français est prêt pour une guerre contre la Russie? Il dit parce que s'il y a un membre de l'OTAN avec qui nous sommes en guerre, vous n'aurez même pas, vous les Français, le temps de cligner des yeux que vous serez en conflit contre nous. Donc, les Français ne sont pas très motivés pour ça, mais je pense qu'il y a cette stratégie-là. Pas d'entrer dans une conflagration mondiale tout de suite, mais la désignation d'un ennemi extérieur pour mobiliser les populations autour du pouvoir. Ça, c'est classique. C'est franchement pas quelque chose de nouveau. Donc, on va désigner un ennemi extérieur, on va intensifier le conflit avec lui pour conjurer une révolte, même conjurer des révolutions. Le problème, il y a deux problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est que si vous matraquez les Français et qu'en même temps, vous faites la guerre à la Russie et que vous dites aux Français que vous matraquez, que la Russie est votre ennemi, en fait, vous allez vous mettre dans une configuration où vous avez deux ennemis communs sur lesquels vous tapez simultanément. Par conséquent, à terme, vous pouvez avoir des mouvements de révolte importants avec des têtes pensantes qui diront au peuple français: mais écoutez, le peuple russe n'est pas notre ennemi. Au contraire, il est notre allié objectif parce qu'il nous fournissait du gaz et du pétrole pas cher. Mais notre ennemi, c'est le pouvoir politique qui nous asphyxie et qui nous matraque. Ça, c'est la première contradiction dans cette stratégie. La deuxième contradiction, c'est que, en suivant les États-Unis qui eux-mêmes détruisent l'économie européenne, ils sont en train d'accélérer un processus révolutionnaire ou potentiellement révolutionnaire. C'est-à-dire que vous appauvrissez les classes moyennes, les classes productives, donc vous mettez en révolte potentiellement la classe qui est révolutionnaire historiquement, en tout cas qui est en capacité de faire une révolution, c'est-à-dire la petite bourgeoisie. Et donc c'est une course, c'est une fuite en avant qui risque de produire précisément les effets qu'ils redoutent. Donc toute la question, c'est: va-t-il y avoir une révolution avant la Troisième Guerre mondiale? Que redoutent éventuellement nos élites européennes, mais que redoutent absolument pas les élites américaines qui ont l'air de pousser
justement à ça, Alors, qui pourrait y trouver avantage. Les élites américaines, les dirigeants américains se contrefichent de la destruction de l'économie européenne. Au contraire, ils y contribuent et d'ailleurs, ils mettent en place un appel d'air pour faire venir sur leur territoire les entreprises allemandes et françaises, notamment. Donc pour eux, c'est pas un problème. Par contre, ça peut devenir un problème si cette destruction économique conduit à des chutes de gouvernement en Europe. Là, ça devient le problème des États-Unis. Parce que la chute de leur larbin en Europe est un problème. Parce qu'ils ne contrôlent l'Europe que grâce à une caste dirigeante qu'ils tiennent et qu'ils corrompent. Il y a un autre problème aussi, c'est la guerre civile froide qu'il y a aux États-Unis. Le problème, c'est que les États-Unis ne sont pas un empire. Enfin, j'expliquerai, on y reviendra. Mais c'est pas un empire unifié. On n'a pas un bloc à la tête des États-Unis qui pense la même chose. On a même une confrontation. Une guerre civile froide à l'intérieur de ce pouvoir. On le voit avec Trump, avec Elon Musk, etc. Donc c'est pas un système politique qui est stable, lui aussi. C'est tout à fait ce que je constate aussi. Ouais. Oui, puis avec le congrès là, qui est passé du côté républicain, qui a lancé aussi toute une série d'enquêtes à venir, effectivement, ça risque de swinguer aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Donc c'est compliqué. C'est compliqué pour les dirigeants occidentaux. Le problème, c'est qu'on multiplie le nombre de gens qui risquent d'avoir... enfin, je parle au niveau des dirigeants, hein, effectivement, du fait de cette confrontation entre deux idéologies, deux manières de faire et deux objectifs bien différents, on multiplie aussi le nombre de personnes qui ont des capacités de nuisance importantes et qui risquent de se retrouver dans une position de n'avoir rien à perdre. Oui, tout à fait. Donc, on multiplie d'autant plus les dangers aussi à ce niveau-là. Surtout que, sans compter que on n'a pas une élite politique qui est à la hauteur des problèmes qu'il y a à gérer actuellement, puisqu'ils en sont. En fait, ils ne gèrent pas les problèmes, ils génèrent les problèmes. Oui, non, mais justement, parce que oui, c'est ce que je dis, justement, parce que déjà, ils en sont à la source. Et malheureusement, après, oui, pour tout ce qui est. En fait, leur travail, c'est en gros, pour être schématique, c'est de détruire l'Europe, donc les dirigeants français de détruire la France, tout en essayant d'empêcher d'en subir les conséquences. C'est-à-dire, à savoir la révolte. Donc c'est très compliqué, c'est très périlleux. On détruit le pays, mais en même temps, donc en fait, par exemple, on détruit les hôpitaux, et en même temps qu'on détruit les hôpitaux, on ferme les hôpitaux, on supprime les lits d'hôpitaux, on investit à fond sur la police, sur les gaz lacrymogènes, sur les véhicules blindés, etc. En fait, c'est ça le schéma. On détruit et en même temps, on investit à fond sur la police pour contenir la révolte qui sera la conséquence de la destruction que nous sommes en train d'opérer. En résumé, c'est ça. Sans compter que la destruction est en fait un transfert de richesse d'ici à là-bas. Il y a une mise en difficulté de par le fonctionnement des banques centrales. Donc là, on a vu qu'il y a eu quand même entre 400 et 600 milliards d'euros. Notre dette s'est accrue de 400 à 600 milliards d'euros en moins de 2 ans avec ce qu'on appelle la dette Covid, ce qui donc oblige les gouvernants quelque part. Et en plus, une bonne partie de cet argent a été transférée directement aux États-Unis par le biais des multinationales qui ont pris le plus gros de ce financement. Donc, effectivement, on est mal barré si ça continue. Oui, c'est exactement ça. Je traite de cela en ce moment. La destruction la guerre des États-Unis contre l'Europe consiste aussi en cela. La destruction économique,
notamment avec les gazoducs, Nord Stream 1 et 2, et récupérer les industries françaises et allemandes. D'ailleurs, quand Macron vend, à l'époque où il était ministre de l'économie, vend Alstom General Electric, c'est ça. C'est un agent qui travaille pour les États-Unis en faveur de l'industrie américaine et contre les intérêts de la France. C'est rien d'autre. Et sauf si, que là, c'est un processus qui s'accélère et ça grave. Oui, voilà. Et est-ce qu'on n'aurait pas une solution, alors, mis à part le fait que beaucoup d'industries allemandes, effectivement, ont une grande porte ouverte vers les États-Unis pour se reclasser, ne serait-ce que par rapport au prix des énergies, parce qu'on sent bien que l'Allemagne est quand même la cible et bien mise en avant, mise en difficulté par rapport à certaines décisions et coupée définitivement d'un éventuel rapprochement avec la Russie, ne serait-ce que par les sanctions qui ont été mises de sa part, plus la livraison d'éventuels chars Léopard avec l'autorisation aux autres pays de possédants de le donner à la Russie. Là, ils viennent vraiment de couper leur dernier pont, à mon avis. Oui, mais c'est une ancienne stratégie, ça. Ça a toujours été, même avant Brzezinski, hein, si on lit les classiques de la géopolitique américaine, notamment Spikeman, et donc Spikeman a beaucoup influencé Roosevelt dans les années 40, 42, 43. Il y avait une attention particulière portée sur l'Allemagne, et il ne fallait surtout pas que cette puissance allemande ne s'allie à la puissance russe. Parce que là, c'est deux puissances continentales, industrielles, économiques et militaires, qui s'allient et qui donc ferment le continent aux États-Unis. Donc la destruction de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, c'est pas quelque chose de nouveau. Brzezinski a écrit là-dessus en insistant sur le fait qu'il fallait séparer l'Allemagne de la Russie. Mais même déjà avant Brzezinski, il y avait une méfiance des États-Unis vis-à-vis de l'Allemagne. Et il faut dire que les dirigeants allemands ont souvent eu des imbéciles au pouvoir, ou alors des fanatiques qui ont commis de très grandes erreurs géopolitiques. Erreurs que n'aurait pas commises, par exemple, le chancelier Bismarck. Le chancelier Bismarck, si vous étudiez sa géopolitique, c'est un parcours sans faute. C'est-à-dire que pacte secret avec la Russie, on évite de s'investir dans la mer avec une marine puissante pour ne pas effrayer la Grande-Bretagne. On brise les reins à l'Autriche, mais on ne l'annexe pas, on la domestique. Enfin, c'était du grand art. Et les dirigeants allemands, après Bismarck, on fait n'importe quoi sur le plan géopolitique, et ça les a menés jusqu'à la situation actuelle, en fait. On monte à la création de l'Allemagne par Bismarck, après la défaite de la France, puisque en fait, il proclame l'empire allemand dans le Palais des Glaces, là, à Versailles. Oui, en 1870. Voilà, et en fait, après le départ de Bismarck, toute la politique qui a été faite par les dirigeants allemands sont des erreurs successives qui ont mené l'Allemagne ici, dans cette situation, dans une situation de soumission aux États-Unis, y compris la rupture du pacte Molotov-Ribbentrop d'Hitler. Hitler qui attaque la Russie, ça a été l'erreur fatale. L'erreur fatale qui a conduit l'Allemagne dans cette situation. On ne va pas refaire l'histoire, mais en tout cas, les Allemands se retrouvent maintenant avec un gouvernement vérolé d'agents américains, parce que les écologistes, là, les Verts, c'est rien d'autre que des agents américains, comme la ministre des Affaires étrangères, là, comme fait document l'a rappelé, qui, elle a le parcours sans faute, quoi. Global Young Leader du World Economic Forum, membre du CFR, Council on Foreign Relations, et je crois qu'elle a encore une autre étiquette qui fait d'elle un agent des États-Unis qui conduit son pays à la catastrophe. Normalement,
s'il y a une révolution et une reprise en main du pouvoir, que ce soit en France ou en Allemagne, normalement, en temps normal, il passerait devant un tribunal militaire, ces gens-là. Oui, on peut en dire autant de ce qu'il fait ici. Alors, on était parti sur un entretien pas trop long, te sachant en plein travail sur ton livre. Donc, je vous propose qu'on se fasse une petite conclusion. Voilà. Une dernière question en guise de conclusion, si vous voulez. Une dernière question. Comme ça, je conclue sur une question. Là, on a parlé des temps, on va dire, présents et à venir, mais plutôt courts. Moi, c'est pas forcément une question, mais enfin, si, je peux le poser sous forme de question. Que finalement, le travail de fond on va revenir à la France, qui serait de l'ordre de vraiment de la libération, est-ce que ça serait pas un travail sur sortir de la prison mentale depuis la Révolution française, qui a fait digérer les droits de l'homme, tout ce qui est progressisme, égalitarisme. On voit qu'en ce moment, la société française, quand ça va un peu trop loin, elle est assez réfractaire à certaines choses, mais que finalement, elle finit par digérer tout ce qui vient des États-Unis. Là, je sens que pour le wokisme, ça passe pas super bien. Mais est-ce que le travail de fond, sur du long terme, ça serait pas de nettoyer, d'ouvrir la cage de cette prison mentale? Disons que ce travail, il est fait par tous ceux qui critiquent ce wokisme, ce LGBTisme, ou même ce néolibéralisme, tout ce que vous voulez, toutes ces idéologies modernes en dégénérescence. Ça, c'est un travail culturel qui peut se faire par des historiens, des intellectuels, des philosophes, etc. Et c'est un travail qui se fait déjà. Mais pour que ça soit dans les manuels scolaires, pour faire vite, il faut une prise de pouvoir. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas au pouvoir, vous pouvez faire ce travail-là culturel. C'est d'ailleurs l'idée du comment il s'appelle, du philosophe marxiste italien, dont j'ai oublié le nom, qui expliquait que la prise de pouvoir politique se fait d'abord par un travail culturel. D'abord, acquérir l'hégémonie culturelle et ensuite acquérir le pouvoir politique. Donc, nous, tout ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est ça, hein, c'est un travail de recherche. J'ai essayé de le faire modestement à mon niveau avec des livres comme La mystique de la laïcité, sur la religion de la République française. D'autres ont fait ce travail-là, comme Marion Sigaud et d'autres. Donc, on poursuit dans ce sens. Pierre-Antoine Plaquevent avec son travail sur Soros, les réseaux Soros et les idéologies du globalisme. Donc, on essaie de faire ce travail-là, mais en définitive, on va arriver à une situation de confrontation politique. Et toute la question, c'est de savoir, aucun régime n'est éternel, aucun homme n'est éternel, aucun pouvoir n'est éternel, si ce n'est le pouvoir de Dieu. Et par conséquent, il y aura un renouvellement des élites tôt ou tard. C'est la question de savoir quelles seront ces élites et quelles seront les influences de ces élites. Parce que des fois, vous avez des intellectuels qui travaillent dans l'ombre, des philosophes, des chercheurs, etc. Puis un jour, arrive au pouvoir quelqu'un qui est influencé par ces intellectuels. Des fois, ils sont déjà morts quand leurs idées arrivent au pouvoir et qu'ils les mettent en pratique. Voilà. Donc, effectivement, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui est fait. Hein. En France, il y a des générations d'intellectuels qui ont fait ce travail-là. Depuis l'époque de la Révolution jusqu'à nos jours, hein, je pense aux contre-révolutionnaires, aux traditionalistes, en France à des nationalistes catholiques, etc. Donc il y a le travail est là. Bon, il y a de la matière. Maintenant, toute la question est de savoir, est-ce qu'un jour ces idées arriveront au pouvoir ? Sans compter qu'on a une longue histoire derrière nous.
Tu as le droit à une dernière question. Tu n'as pas le droit de relancer le débat. Non, je relance pas. Non, on te connaît. J'acquiesce totalement. Non, mais on a une longue histoire derrière nous qui fait qu'on normalement on a tous les éléments qui pourraient nous permettre de trouver des solutions adéquates. Et, il suffit effectivement, faut informer, faut s'informer, voilà. Mais il faut lire, voilà. Ouais, lire les exactement. livres. Exactement. Mikash, on t'a quasiment pas entendu. Est-ce que tu veux faire un... Bon, on voit que tu es dans ta forêt, on ne veut pas trop te déranger, mais est-ce que tu veux un mot de conclusion ou une dernière question? Non, c'était très intéressant, c'était très riche. Je savais que Youssef, il n'allait pas rester trop longtemps. Et malgré le fait qu'on devait le capturer qu'une petite heure, on est presque on a 1h20 d'enregistrement. Donc voilà, on a déjà débordé. Non, c'était super intéressant, super riche. Moi, je conclurai par le fait que on est plus fort que ce qu'on ne croit. Le tout, c'est d'arriver à s'unir maintenant. Il faut arriver à rattacher les maillons entre nous et continuer à faire le travail qu'on essaie de faire depuis tout ce temps et depuis qu'on a pris conscience qu'on était un ensemble et qu'il fallait avancer ensemble. Et voilà, on y arrivera, on n'y arrivera pas, on s'en fout. Le tout, c'est de faire ce qu'on a dans le cœur et le mieux qu'on puisse le faire. On s'en fout, c'est une vaste question là. Ça reste à discuter à mon avis. Ouais, en tous les cas, moi je vois beaucoup me poser la question si c'est viable un monde où il y a tant de collabos et tant de gens d'un niveau vraiment plus que faible, au niveau politique. Là, je pense qu'on a atteint les bas-fonds. Est-ce que ça peut durer très longtemps? J'en doute. Et Voilà. c'est moi qui dois pas relancer. Je ne relance pas. Écoute, Youssef, merci infiniment. C'était un grand plaisir, un grand honneur de te recevoir. On espère qu'il y aura d'autres invités. J'avoue qu'au départ, je voulais t'inviter en même temps que Wilson parce qu'on se connaît tous. Et puis, ça n'a pas été possible, mais on espère que ce sera pour une autre fois. Et je te souhaite le meilleur pour l'écriture de ton livre. Merci. C'est un exercice assez solitaire, mais auquel tu es habitué. Et en tous les cas, on le découvrira au moment où il sortira avec très grand intérêt et très grand plaisir. C'est Dieu. Voilà. Merci. Acheter des livres, ça consomme rien en électricité, ça se transmet, ça dure longtemps. Et c'est irremplaçable. C'est ça. Et c'est irremplaçable.